Le président. Oui, Monsieur Karadzic, à vous. Vous avez la parole. L'accusé. Merci, Excellence. Bonjour. Bon après-midi à tous et à toutes. Il est midi 1 minute. Monsieur Tiger a présenté toute une série de points de détail pour indiquer que la position prise par la défense est inexacte. Monsieur Tiger est très au courant de son affaire et des documents qui ont été versés au dossier suite à proposition de sa part pour pouvoir affirmer chose pareille. Par exemple, en page 2, il dit que j'ai été contre la proclamation d'un état de guerre afin que les non-serbes ne puissent pas revenir chez eux, c'est-à-dire ceux qui avaient quitté en tant que réfugiés et qu'ils ne puissent pas revenir. Or, ça, c'est loin d'être exact. Je vais vous donner rien qu'un exemple. Le P970, session du Parlement de la Republika Srpska, page j'ai dit P970. Oui, c'est peut-être moi qui prononce mal. Oui, j'ai pas dit 5, j'ai dit P. P970. Alors, aux pages 37, puis 104, puis 110 et 111, j'étais en train de parler des raisons pour lesquelles nous n'avions pas proclamé un état de guerre. Par exemple, en page 110, et je vais donner lecture de la chose en anglais. Les réserves émotionnelles et matérielles, tout ceci doit être préservé. Les réserves en matière de morale, parce que nous ne voulons pas que les différentes armées et toute armée dans le monde souhaiteraient voir une nation entière marcher dans une seule colonne. Mais ça ne durerait pas longtemps, ce serait très bref, parce que la nation serait à genoux. Alors j'ai demandé à ce qu'on ne parle pas de questions politiques. Nous sommes ici à l'Assemblée, nous pouvons présenter une demande officielle au Parlement pour ce qui est d'une proclamation d'un état de guerre. Le présent Parlement a rejeté ceci à plusieurs reprises. Je ne veux pas qu'il y ait proclamation d'un état de guerre et je n'ai pas demandé à ce que ce soit fait. En fait, j'ai demandé ceci à un moment donné en application de mes pouvoirs constitutionnels, etc., etc. Le président, M. Karadzic, est-ce que vous pouvez nous donner la référence de la page en BCS? C'est bien 110, l'accusé. C'est 110 et 111 en anglais, c'est-à-dire au bas de la page 110, et il faut aller voir au début de la page 111. Le président, merci. Veuillez continuer, je vous prie. L'accusé. Le professeur Kolevic, Feu Kolevic, en page 258, dit, en s'opposant aux demandes de proclamation de l'état de guerre, les autorités civiles estiment que l'armée qui se comporterait conformément à l'idée de l'état de guerre voudrait prendre tout le pouvoir entre ses mains. Ça, ce sont les raisons. Ça n'a rien à voir avec le retour ou non-retour des réfugiés. On peut voir cela aux autres sessions où j'indique que je ne voulais pas, et dans les interviews je le dis aussi, je ne voulais pas que la population se militarise. Et je voulais que la vie au quotidien ne soit pas militarisée. En page 37, je dis qu'une guerre de faible intensité était en cours et qu'on aurait-on, par exemple avec Israël,
qui proclamerait l'état de guerre du fait de sa guerre de basse intensité contre l'OLP. Et ça mettrait l'État et la population à genoux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé ceci. Ça n'a rien à voir avec le retour des réfugiés. En premier lieu, pour ceci, au niveau du Parlement, très souvent, je dois obtenir des approbations pour des choses très désagréables. Et à ce moment-là, les discours politiques comportent des éléments apaisants. Mais ce type de propos ne se rapporte pas aux droits des réfugiés au retour. Les réfugiés et le retour, c'est réglementé par les accords que j'ai cités et que j'ai signés et qui sont garantis par la communauté internationale. Et c'est cela qui compte. Ce n'est pas ce qu'un député, un tel, a dit ou ce que je lui ai dit en réponse pour apaiser la situation. Voyez un peu dans nos écritures en clôture, notre mémoire en clôture. S'agissant du retour des réfugiés, page 257, paragraphe 996, la question relative au retour des réfugiés est traitée au 989 et 999 de notre mémoire en clôture. Et bien entendu, on s'attend là à ce qu'il y ait un retour, mais qu'il n'y ait pas retour de deux groupes de réfugiés à Zvornik. Il faudrait donc que quelqu'un garantisse aux Serbes de Zenica la sécurité pour qu'ils puissent y retourner. Dans une rue à deux sens ou un processus à deux sens, moi je ne vois rien de mal à cela. En page 3 du compte-rendu d'audience d'aujourd'hui, on dit que le président Karadzic n'a pas proclamé un état de guerre, et ce, pour interdire le retour des gens chez eux. Et au paragraphe 979 de notre mémoire en clôture, nous indiquons quel est l'exemple suivant lequel les réfugiés de Bédina sont revenus chez eux sur ma parole à moi. Et il s'est avéré que c'était quand même un peu prématuré, il y a eu certains problèmes. Mais la thèse de l'accusation est tout à fait déplacée. Et les agissements qui ont été les nôtres sous-tendent ce que nous avons affirmé dans la présentation des éléments à décharge. M. Tiger dit en page 5 que donner à Zvornik aux musulmans, ça ne signifie pas que les musulmans vont venir à Zvornik, mais le placer dans l'entité constitutive musulmane. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Nous voulions que Zvornik reste dans notre République. Nous n'étions pas contre le retour des réfugiés. Nous ne voulions pas donner Zvornik à l'entité musulmane. En page 7, de façon erronée, on indique que j'ai accepté des cartes. Alors, j'aimerais qu'on réécoute les enregistrements et on pourra entendre que je n'avais pas accepté ces cartes. Du point de vue de ces cartes et de cet accord, je dirais que cet accord avait été une condition sine qua non de l'indépendance de la Bosnie. Nous l'avions fait savoir clairement. L'Europe a accepté la chose et quelqu'un a voulu nous tromper. Eh bien non, nous n'étions pas d'accord. Nous occupions 65% des territoires. Nous étions à un État souverain et constitutif. Nous acceptions de quitter la Yougoslavie, mais il fallait qu'on obtienne quelque chose. Donc c'était une condition sine qua non pour nous. Alors ce type de supercherie, ça ne marche pas avec les Serbes. Ils ne sont pas bêtes, les Serbes. Ça n'a rien à voir avec Karadzic. La dernière des grands-mères dans un village quelconque aurait refusé de faire en sorte. Au compte-rendu, on a consigné que j'avais accepté les cartes. J'ai dit que les cartes étaient la seule chose que nous n'avions pas acceptée. Et nous avions refusé de signer parce que nous ne voulions pas que la population s'évade de certaines régions lorsqu'elle verrait qu'on ne resterait pas là où elle s'attendrait de rester. Donc les cartes étaient une chose à améliorer. Et les éléments de preuve montrent bien qu'il y a bien des points où ces cartes devaient être élaborées au plus vite, suite à quoi il convenait de créer des groupes de travail. Ça ne s'est pas passé, non pas par notre faute, mais parce que la partie musulmane
avait abandonné l'accord en question. On dit encore que les principes avaient été inacceptables pour Karadzic parce que la Bosnie-Herzégovine aurait été un État unique. La Bosnie-Herzégovine n'était pas acceptable en tant que pays, État unique, ni aux Serbes ni aux Croates. Et nous, même si nous étions une minorité, or nous sommes 50% ou 60%. Donc ce n'est pas exact non plus. En page T33968, on voit l'ambassadeur Coutiliero dire, parler du journal de l'ambassadeur Okun et de l'entretien qu'il avait eu avec le ministre des Affaires étrangères, M. Pinheiro, où l'on dit que la seule variante possible était une Bosnie tripartite. Une Bosnie tripartite. Et c'était notre condition à nous aussi. Et c'est à contre-cœur que nous l'avions accepté, mais nous l'avons accepté. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs. L'ambassadeur Okun, qui fait remarquer dans ses notes qu'il aurait affirmé qu'il était absurde de faire porter le blâme rien qu'aux Serbes pour ce qui est de la situation au Bosnie. Et en page 33-96, on dit que Coutiliero a posé une question rhétorique. Est-ce qu'on pouvait avoir une Bosnie unitaire, unitariste, ou est-ce que l'on devrait plutôt avoir une Bosnie tripartite? Et bien entendu, le ministre des Affaires étrangères, à plusieurs reprises, s'est adressé aux médias pour réitérer le fait que seule une Bosnie tripartite était à même de résoudre le problème. Donc les affirmations présentées ici sont fausses. S'agissant maintenant des éléments statistiques, ce n'est pas moi qui ai établi les statistiques, c'est leur expert à eux, Mme Tabot, qui a parlé de statistiques. Moi, j'ai parlé de proportionnalité. Pour ce qui est du nombre des musulmans, j'ai dit que ceux qui s'étaient trouvés là, au moment de la signature des accords de Dayton, il y avait, après cette signature, un grand nombre qui étaient partis. Moi, je parlais de proportions. Moi, je n'ai pas parlé des proportions en question. C'est le rapport qui en a parlé. Et, chemin faisant, on affirme que Karadzic, le 31 mars, se trouvait à Bruxelles, lorsque on avait vu commencer l'opération musulmane dirigée contre Bijeljina. On dit que l'objectif pouvait être réalisé par des moyens autres. Bien sûr que tout objectif peut être réalisé par des moyens autres. L'ambassadeur Coutiliero le dit lui aussi dans sa lettre à l'intention du Herald Tribune et dans tous les discours qu'il a tenus, il dit que c'est un grand dommage que de voir qu'il y a eu une guerre et d'autant de vies de perdues alors qu'on aurait pu résoudre le tout par le plan Coutiliero et les accords de Lisbonne. Je crois qu'il avait écrit non pas au Herald Tribune, mais au journal The Economist. Alors, on aurait pu utiliser des moyens autres. Karadzic était favorable à ces autres moyens-là, parce que ceci est affirmé par Patrick Traynor, qui est un expert employé par le bureau du procureur. Et c'est ce dont on parle, nous, dans nos écritures au paragraphe 101, où nous indiquons bien que Traynor avait été d'accord pour dire que jusqu'au 27 mars 92, c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre, et pendant les mois qui ont précédé, Karadzic était toujours favorable à la paix et à la solution pacifique. Il ne s'est jamais employé en faveur de la guerre. Et M. Traynor l'a bien dit à la page 1442. Et c'est un homme qui a travaillé pendant 15 ans au bureau du procureur, qui a été promu expert pour convertir ce qui avait jusque-là été des thèses de l'accusation pour en faire des éléments de preuve. C'est l'auteur de certaines parties du mémoire préalable au procès. Et il a affirmé que Karadzic, jamais avant le début de la guerre, n'était favorable à cette guerre. Au contraire, il a été contre la guerre. Le bureau du procureur n'a donc aucune intention de déterminer
ou de présenter comment réaliser une entreprise criminelle commune et comment on pouvait réaliser l'élimination des non-serbes de la République serbska sans qu'il y ait une guerre. Et même quand la guerre a commencé, le bureau du procureur omet de remarquer les grands efforts qui ont été investis afin qu'il n'y ait pas de combat pour résoudre les choses à une table de négociation. Ça avait été ma position lors de mes discours à l'Assemblée de la Bosnie-Herzégovine et plus tard aussi. Il y avait 3 signatures pour résoudre le problème de la Bosnie, quoi qu'il advienne entre-temps. À partir de cette plateforme du 22 avril qui est la mienne, il a été clairement dit qu'on ne saurait accepter le fait accompli, qu'on ne reconnaîtrait pas les territoires pris par la force et que chacun retournerait chez soi quand il le voudra. Le bureau du procureur dispose, et on en a parlé dans notre mémoire en clôture, paragraphe de 3.9 et jusqu'à 327. On parle de 95 écoutes mises sur écoute de mes conversations d'avant-guerre. Et on parle de mes propos, de mes discours. J'ai accordé des milliers d'interviews. J'ai prononcé des centaines de milliers de phrases, des millions de mots. J'ai papoté, j'ai bavardé tout le temps. Et on ne retrouve pas dans tout cet amas de propos une seule phrase non arrachée à son contexte qui dirait le contraire. Et il y a dans les pièces à conviction avancées et versées au dossier le fait que je m'étais employé en faveur de la paix et les entretiens que j'avais eus avec les prétendus membres de l'entreprise criminelle commune. On voit que je m'étais employé en faveur de la paix, je m'étais employé en faveur du fait de garder les musulmans en toute sécurité et leur indiquer que les Serbes et les musulmans n'avaient jamais fait la guerre les uns aux autres, si ce n'est pour l'intérêt de pays tiers, tels que les intérêts des Oustachis. Et nous nous étions donc employés en faveur d'une vie commune. Entendons-nous bien, si les musulmans, ou les Croates, ou les Serbes, souhaitent vivre d'une vie séculaire, c'est-à-dire laïque, on pouvait vivre ensemble. Si l'un quelconque de ces 3 peuples veut faire en sorte que ces convictions religieuses soient incorporées dans les mécanismes de l'État, on peut rester vivre les uns à côté des autres. Et je crois que M. Izetbegovic et moi étions d'accord là-dessus. Si M. Izetbegovic était favorable à la déclaration islamique, il peut l'appliquer sur les musulmans, mais pas sur nous. Donc on allait rester vivre chacun dans son propre canton. Et il n'y a rien d'incohérent à tout cela, et il n'y a aucune divergence de ce point de vue-là entre nous. Pour ce qui est de la période de guerre, au cas où, pour l'accusation l'entreprise communale commune, ça pouvait faire son apparition de façon subite en temps de guerre, et on n'a pas précisé quand est-ce que cela a fait son apparition, on a donné 60 ordres donnés par mois à titre confidentiel à l'intention des instances qui étaient censées les mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de propagande. Dans ces 60 ordres, on n'a pas été en mesure de trouver un seul ordre qui aurait permis ou qui aurait enjoint ou qui aurait fait en sorte que l'on tolérât des crimes commis. Alors, si Jouplianine fait un rapport pour dire qu'il fallait rassembler le plus possible de civils, on exprime une position négative. Ça a été demandé, mais ça n'a pas été fait. Il n'y a pas un seul endroit où il y a eu des combats avec des problèmes. Mais les problèmes se sont manifestés à titre individuel, c'est partout le cas. Dans certains pays européens, même en temps de paix, 30 ou 40% des délits de meurtre sont des délits où l'on identifie les auteurs. Et nous étions censés identifier les auteurs de tous les crimes alors que nous avons été détruits, nous n'avions plus de l'infrastructure et nous n'avions plus d'appareil de l'État sous notre contrôle.
parle de la déclaration de Karavelich et du fait de mon manque d'expérience, j'ai fait en sorte que ce soit versé au dossier en me disant qu'il viendrait y témoigner ici. Mais à la fin de son dernier paragraphe, on dit que la SRK avait utilisé l'artillerie de façon analogue à l'utilisation du premier corps d'armée de la VRS. Tout le reste, c'est de la propagande. Tout un paragraphe dans cette déclaration qui dit que cette artillerie a été utilisée de façon analogue à celle qui a été la mienne. Les hôpitaux, les écoles et autres installations mentionnées par Karavelich ont été omises. On a dit qu'on avait tiré dessus rien que lorsque ces installations ont été utilisées à des fins militaires. Pourquoi n'a-t-on pas ciblé de grosses parties d'agglomération où aucun obus n'est jamais tombé? Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas tiré dessus depuis ces endroits-là. La petite fille, en 1995, qui avait 4 ans, n'est pas morte suite à un tir de lance-roquettes à canon multiples. Et je vais demander un passage à huis clos partiel tout à l'heure. Mais je ne vais aborder pour le moment que les éléments qui peuvent être abordés en audience publique. Le juge Baird a posé une question à l'enquêteur musulman pour savoir pourquoi on n'avait pas analysé l'écart horizontal du projectile pour ce qui est de la rue de Nehru. Et l'autre n'a pas su répondre. Ils sont allés à la fenêtre, ils ont vu où étaient les positions serbes et ils ont tiré leurs conclusions, mais ils n'ont pas calculé l'écart horizontal. Or, l'écart vertical, lui, n'est pas conforme à ce que M. Tiger nous a dit aujourd'hui ici. Il s'agissait de 70 cm de différence de niveau entre le mur et la fenêtre. Et ça a été omis de l'acte d'accusation parce que ce n'était pas évident et ce n'était pas quelqu'un qui avait été ciblé. C'était une balle perdue. Et, en tout état de cause, les choses ne se sont pas passées comme on veut bien nous le faire croire. Au compte-rendu d'audience, on n'a pas consigné la différence de hauteur de 70 cm entre le mur et la fenêtre. Et c'est clairement indiqué là-bas. On voit qu'il y a un écart d'altitude de 70 cm pour ce qui est des dimensions de la pièce et le parcours de la trajectoire de la balle. On parle des victimes de snipers de Spitzastastiena. Mais pourquoi alors n'y a-t-il eu aucune victime de tireur embusqué dans mon acte d'accusation pour qu'on se penche dessus? Un tel a été blessé, un tel autre a été tué. Et on parle de tir par rafale et les représentants des Nations Unies ont bien dit qu'il y a eu des balles perdues de part et d'autre et qu'il y a eu plus de morts du fait des balles perdues que du fait des tireurs embusqués. Les tireurs embusqués de la VRS n'ont pas délibérément tiré sur des civils. Il n'y a aucun élément de preuve pour étayer une telle affirmation. M. Tiger a également essayé de contrecarrer mes observations formulées vis-à-vis des témoins de l'accusation qui ont en même temps été des enquêteurs du MOUP de la Bosnie-Herzégovine. Il a indiqué que KDZ 166 n'avait pas commis d'erreur lors de ses investigations. Or, cela se rapporterait aussi à d'autres enquêteurs. Voilà un exemple pour ce qui est de l'événement G7. Les organes d'instruction ont fait des schémas sur les lieux de l'événement où ils ont indiqué un axe nord. Sur le dessin, l'axe nord est indiqué comme étant perpendiculaire à la rue. Et si on va vers le nord, vis-à-vis de ce schéma, il y a
euh, une différence entre ceci et l'axe nord véritable, et ce de quelques 300 degrés. La police a indiqué donc de façon erronée l'axe nord. Elle s'est trompée de 60 degrés. Ce n'est pas une erreur acceptable lorsque l'on établit un schéma du constat des lieux. Et le témoin, quand je lui ai demandé où est-ce que ça se trouve, il a dit ça dépend de la façon dont on le voit. Mais ça ne dépend pas. C'est dans les schémas qu'on a fait les choses erronément parce qu'il fallait mettre en accusation la partie serbe. Sablica a essayé de nous expliquer que l'axe nord avait été indiqué de façon exacte, mais on l'a confronté à des éléments de preuve et il a rectifié son tir pour dire que cela était sous un angle déterminé avec la rue des Libérateurs de Sarajevo à 35 degrés d'écart. Alors, c'est ce qu'il a dit en page T7787 à 7788. Et la pièce de conviction est le D741. KDZ 166, que M. Tiger prend sous sa protection et qui a dessiné le croquis, a été d'accord pour dire que cela était erroné, mais il n'a pas su expliquer pourquoi l'axe nord avait été indiqué de façon erronée. Et je vous donne une référence, il s'agit de KDZ 166, 8297 à 82930. Dans quel pays, et pour ce qui est, par exemple, des pays dont sont originaires les personnes qui s'y présentent, quel est le pays où ce genre d'enquête pourrait tenir l'eau? Est-ce qu'il y a un seul pays dans vos pays d'origine qui accepterait de faire en sorte que l'on poursuive quelqu'un en justice et que l'on dise que c'est un fait établi? Or, des cas de figure de ce genre, il y en a plein. Et toute enquête faite par des enquêteurs musulmans a montré qu'ils avaient fait des enquêtes abrégées, ils avaient pris des raccourcis et qu'on n'avait pas procédé de façon normale, telle que l'on procédait en temps de paix. Et ce type d'enquête, on peut s'en servir à des fins de propagande, mais on ne peut pas venir avec devant un tribunal pénal international parce que cela porte atteinte à la crédibilité du tribunal. Le dénommé Turkušić, s'agissant du G19, nous a témoigné ici pour dire qu'un obus est tombé à 1h05 alors que les rapports du CSB de Sarajevo montrent que la première information au sujet de ce pilonnage avait été réceptionnée à 11h30 et la commission avait été se déplacer à midi et quart, T9062 à 64. Alors si cela n'est pas une erreur de frappe, alors je ne sais pas de quoi il s'agit et où est la précision. Ensuite, les résultats des enquêtes. Pour ce qui est de cette unité antiterroriste de Bosnie-Herzégovine et de la force ONU, diffèrent du point de vue des axes de tir et des angles de chute des obus. 9066 à 9069. Les interprètes demandent à M. Karadzic de ne pas prononcer les références aussi rapidement, le président. M. Karadzic, est-ce que vous pouvez répéter les pages? T 9066 jusqu'à 69 et T 9074 75. Il y a des traces de fragments qui ne correspondent pas à l'explosion. Et à nouveau, les interprètes n'ont pas saisi la référence qui a été donnée par l'accusé. Le président, est-ce que vous pourriez répéter la référence, si tant est que vous avez donné une référence, M. Karadzic?
L'accusé. Page 9098 du compte-rendu d'audience. Et donc, les images vidéo de l'événement montrent que la position des victimes et des blessés ne correspond pas ou ne cadre pas avec la version des faits qui est présentée. T 80 T 9094 à 96 et T 9100 9101. Il est clair que ces enquêtes au sujet de Markelé D n'ont pas été réalisées de manière professionnellement, car les obus n'auraient pas pu venir des positions serbes pour notamment, en raison notamment du fait qui est exposé dans notre mémoire en clôture, paragraphe 2125, 2165, et pour la raison supplémentaire dont nous n'avons pas parlé dans notre mémoire en clôture, selon laquelle le corps de la Romania Sarajevo n'avait pas de mortier sur ses positions, les positions mentionnées par l'accusation, car ces mortiers se trouvaient dans une toute autre municipalité. Cela figure au D 2331, paragraphe 51, D 234, paragraphe 24, D 2344, paragraphe 150 et D 2541, paragraphe 24. D 2341, paragraphe 24 et 2344, paragraphe 10. On a tellement déformé, on a tellement fabriqué des quasi-preuves. Il est dès lors très important que la Chambre de première instance procède à une nouvelle vérification de ce qui a été présenté par l'accusation. Je demande à ce que l'on passe brièvement en huis clos partiel. C'est nécessaire compte tenu du sujet que je vais aborder. Le président, oui. Pourriez-vous, l'accusé, pourriez-vous nous dire si vous allez faire une pause ou pas? Le président, je pense que nous avons commencé à 12 heures. Vous pouvez poursuivre jusqu'à 13 heures. De combien de temps avez-vous besoin? L'accusé, 1h30. On m'avait donné 1h30 et je compte bien utiliser tout ce temps. Le président, si c'est nécessaire, nous pouvons faire une pause à mi-chemin de 15 à 20 minutes. C'est à vous de décider, Monsieur Karadzic. Le président, l'accusé, c'est très bien. Cela me donnera peut-être la chance de réorganiser mes documents. Did you mean right now? L'accusé, est-ce que vous voulez dire maintenant? Le président, j'ai dit que je m'en remettais à vous, Monsieur Karadzic. Monsieur Karadzic, oui, je vous suis reconnaissant de cette pause. Le président, nous reprendrons donc à 13 heures.